Aide médicale à mourir, est-ce que le projet de loi 11 va assez loin ou pas, à la fois sur les demandes anticipées, par exemple en cas d'Alzheimer ou en cas d'handicap? Qu'en est-il de la situation? J'accueille deux médecins. Alain Naud, membre du conseil d'administration du Collège des médecins et aussi médecin qui pratique l'aide médicale à mourir et un protagoniste de ces soins depuis plusieurs années. Bonsoir, Dr Naud. Bonsoir, et Dr David Lucier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, qu'on a davantage connu en pandémie et qui plaidait pour les soins des aînés. Merci d'être avec nous ce soir, Dr Lucier. On va y aller rapidement. On vient d'entendre Mme Yvon, Monsieur Lucier. Je m'intéresse particulièrement avec vous sur la question des demandes anticipées. Certains peuvent exprimer des réserves. Votre position à vous comme gériatre? Je crois qu'il y a un consensus social qui est assez grand que les gens, la société est pour le fait qu'on puisse demander l'aide médicale à mourir par demande anticipée. Je crois que les gens craignent vraiment de se retrouver dans des situations, dans des conditions de fin de vie qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Donc, je crois que le consensus social est là. La difficulté, et le diable est dans les détails, comme on le dit, c'est que ce qui semble simple à prime abord peut être très complexe dans l'application concrète de la chose. Et c'est là qu'il va falloir faire beaucoup de sablage, si on veut, de vraiment penser à toutes les situations possibles. Je ne crois pas que ce soit possible dans le cadre d'une loi de faire ça. Donc, ce sera sûrement dans les guides de pratique là, qui sont toujours faits par les ordres professionnels pour accompagner les lois qui sont relatives à l'aide médicale à mourir. Alors, Dr Naud, comme vous êtes au conseil d'administration du Collège des médecins, que vous êtes médecin pratiquant de ces questions-là, Dr Naud, le guide de pratique, parce que toute la question aujourd'hui sur la demande anticipée, c'est de savoir, oui, mais si la personne, au cas où elle ne souffre pas, qu'est-ce que serait la souffrance, comment on la définirait dans le cas de ces demandes anticipées? Bien, écoutez, la souffrance physique, on parle de souffrance physique et souffrance psychique. La souffrance physique, et là, il y a un grand mythe qu'il faut démolir ici, là, c'est que souffrance physique, ce n'est pas équivalent de douleur physique. Alors, la souffrance physique, c'est bien autre chose et c'est facilement objectivable, rendu à ce stade-là d'inaptitude, comme par exemple, la personne n'est plus autonome, la personne est alitée, la personne est incontinente, est aux couches, doit être nourrie à la cuillère, a de la difficulté à avaler, a des plaies, elle est rendue cachéxique, elle est rendue squelettique. Donc, ce sont toutes des souffrances physiques qui sont facilement objectivables, là, rendues au stade d'inaptitude. D'accord. Alors, parlons maintenant du fameux critère handicap neuromoteur grave. C'est dans le projet de loi. Du côté d'Ottawa, c'est pas la même chose du tout. On parle avec la Cour suprême que de maladies, affections et handicap. Peut-être votre opinion là-dessus, Dr Lucier, si vous voulez intervenir, sur est-ce que la loi est trop restrictive ou pas? Bien, en fait, la raison pourquoi le neuromoteur a été ajouté, je crois, c'était qu'il y a beaucoup de gens, quand le projet de loi 38 a été présenté au printemps, qui craignaient que les personnes avec un handicap intellectuel puissent devenir admissibles à l'aide médicale à mourir. Donc, en précisant neuromoteur, on vient exclure les personnes qui ont un handicap intellectuel et on vient aussi exclure, et c'est probablement le groupe là, que peut-être qu'on voudrait inclure, ceux qui ont un handicap sensoriel, donc quelqu'un qui a un handicap visuel ou qui a un handicap auditif. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens avec une cécité là, qui sont aveugles, qui reçoivent l'aide médicale à mourir si la cécité est causée par une maladie grave et incurable. Donc, il y a, selon moi, un petit nombre de personnes qui sont exclues en précisant le neuromoteur. Donc, de l'enlever, probablement que ce ne serait pas une très, très grande différence là, si on précise que le handicap intellectuel ne peut pas rendre la personne admissible. On ne semble pas vouloir aller sur Mme Bélanger, là, la ministre n'allait pas dans ce sens-là, Dr Naud, aujourd'hui. On invoque, puis Mme Yvon disait qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'harmonisation automatique avec Ottawa, mais si on mentionne handicap neuromoteur grave et que le droit canadien parle d'handicap, maladie ou affection, donc pas de neuromoteur grave, est-ce qu'il y a une iniquité ici entre les droits des Canadiens et des Québécois? Absolument. Il y a déjà, Mme Dussault, une iniquité flagrante depuis 7 ans entre l'accès à l'aide médicale à mourir aux Québécois et à ceux du reste du Canada. Vous savez, il faut bien départager les choses. Quand la loi québécoise a été adoptée en juin 2014, on faisait au Québec cavalier seul. Le Code criminel interdisait toujours l'aide médicale à mourir et la démarche a été vraiment magistral. Il faut rendre hommage à Mme Yvon d'avoir mené ça jusqu'au bout. Par contre, quelques mois plus tard, la Cour suprême du Canada rend un jugement unanime sur cette question-là, qu'on appelle l'arrêt Carter, et vient poser des balises très claires.
sur l'accès à l'aide médicale à mourir, entre autres, d'avoir pour une personne une maladie, une affection, un handicap grave et incurable. Et pourquoi la Cour suprême a ajouté le mot affection? Pour qu'on s'évite tout ce débat sémantique-là, totalement inutile, à savoir, est-ce une maladie, est-ce un handicap? Ce que la Cour suprême nous a dit, c'est on s'en fiche du diagnostic précis. L'important, c'est de considérer la condition grave et incurable d'un malade qui ne veut plus, qui souffre et qui est rendu au bout de ce qu'il peut tolérer. Alors ça, c'est accessible dans tout le reste du Canada depuis juin 2015, sauf au Québec qui n'aura jamais revu sa loi suite à l'évolution du droit dans ce sens au Canada. Alors, vous êtes au conseil d'administration du Collège des médecins qui dit aujourd'hui que les amendements ne vont pas assez loin. Hein, à cause de ça, normalement, j'imagine. Mais aussi, est-ce que le Collège des médecins ne protège pas actuellement les médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir quand on est confronté à un handicap comme Jean Truchon, par exemple, ou Nicole Gladu? Elle est morte avant d'avoir recours, mais quand même, est-ce qu'il n'y a quand même pas au Québec une pratique ou un guide de pratique qui fait qu'on applique l'aide médicale, on accorde l'aide médicale à mourir à ces gens-là en ce moment? C'est-à-dire qu'il y a eu, Mme Dussault, en mai 2021, une position publique du Collège, et elle est encore sur le site du Collège, elle s'appelle « Au nom du patient et de son médecin », qui est une position déontologique du Collège des médecins en faveur des patients. Pour dire à tous les médecins du Québec, si vous respectez une ou l'autre des deux lois, fédérale ou provinciale, nous n'entreprendrons pas de procédure à votre égard. Maintenant, le premier facteur qui empêche les médecins de prodiguer l'aide médicale à mourir, c'est cette discordance entre les deux lois qui persistent et qu'on veut maintenir malheureusement. Et que le projet de loi, c'est ça, confirmerait cette discordance. À tous les deux, merci d'avoir amorcé le débat avec nous qui s'entame aussi à Québec. Merci, Dr. Lucier. Merci, Dr. No. On en reparle certainement. Je vous en prie. Merci à vous. Bonne soirée.